Voilà, moi j'ai 12h30 à ma montre, donc je vais laisser la parole dans un premier temps à Anne-Claire Faure, donc de l'association référente, on pourrait dire, ESPUL, et qui va donc tout de suite parler du cœur du sujet sur l'autoconsommation. Alors, faut que je trouve mon support du coup qui arrive. Super. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui donc d'autoconsommation. Euh, je vais être assez synthétique. J'ai vu que vous aviez tous de nombreuses attentes qui étaient assez larges. L'objet d'aujourd'hui, c'est de remettre un peu le contexte, les grandes idées, mais je ne vais pas forcément répondre à tout pour le moment. Bien sûr qu'il y aura les temps de questions-réponses aussi pour ça. Là, voilà, c'est vraiment remettre un peu ce contexte et puis commencer à identifier finalement les bonnes pistes et les mauvaises pistes. C'est un petit peu ça l'enjeu. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui j'interviens dans le cadre du Centre de ressources nationales que nous animons donc sur le photovoltaïque, cofinancé par l'ADEME, avec photovoltaïque.info, donc qui est le site internet qui nous permet de vous faire part en fait de tous les éléments que nous avons comme information. Et là, je vous ai mis la page parité et autoconsommation avec déjà les choses que nous avons publiées à ce sujet et qui sont pour moi un peu des prérequis. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est taux d'autoconsommation, taux d'autoproduction. Ça, pour moi, c'est un peu du prérequis. Je ne vais pas insister sur les différents profils résidentiels, tertiaires, etc. Ça peut être l'objet, si vous avez besoin de vous renseigner, d'aller sur notre site. Et puis il y a des questions, je pourrais les traiter. Voilà, là je vais être plus générique et plus pour vous montrer finalement euh, comment on est passé de notre système de la vente de la totalité, qui était donc ce modèle éprouvé, où finalement, même vous en tant que porteur de projet citoyen, vous pouviez vous constituer en tiers investisseur finalement et en fait être producteur par vous-même, sans lien direct avec le consommateur, donc qui était le modèle qui existe encore aujourd'hui, bien sûr. Et comment on en est arrivé à parler d'autoconsommation, et notamment une forme d'autoconsommation qui est l'autoconsommation collective. En faisant les schémas, je me suis rendu compte que finalement, il y avait peu de différences en termes de schéma. Je vais revenir en arrière. Voilà, la vente de la totalité, c'est quoi? C'est ça. L'autoconsommation, qu'on peut dire collective, c'est quoi? C'est qu'on va avoir finalement en plus des compteurs virtuels. Alors le seulement en plus va en fait engendrer d'autres problématiques par ailleurs, ou en tout cas d'autres éléments à prendre en compte. C'est pas juste du comptage virtuel. Autour de ça, il y a beaucoup de choses juridiques notamment à bien cadrer. Voilà, mais c'est pour vous rendre, voilà, vous mettre un peu dans l'idée que la vente de la totalité et l'autoconsommation collective, au niveau schéma, même de raccordement, finalement, ce n'est pas si différent que ça. Je ne vais pas vous L'objet de mon intervention, ce n'est pas de recenser tous les schémas possibles. Je les ai en ressources s'il y a besoin tout à l'heure lors des questions. C'est plus de repartir sur mais pourquoi finalement on se pose cette question d'autoconsommation. Pourquoi on veut éviter, ou en tout cas on n'est plus à regarder automatiquement la vente de la totalité. Alors une des premières réponses à ce pourquoi l'autoconsommation, c'est parce que le dispositif de soutien que nous avons aujourd'hui, il n'est pas adapté. Alors il n'est pas adapté à qui? Il n'est principalement pas adapté finalement sur les installations au-dessus de 9 kg, les moyennes puissances, autour de 36, avec un tarif d'achat qui est donc plutôt bas. Au-dessus de 100 kg, il n'y a même plus de tarif d'achat, on est sur appel d'offres. Donc voilà, on se retrouve avec un dispositif de soutien qui n'est plus adapté et qui pose problème aussi pour pouvoir rentabiliser ou en tout cas avoir un modèle économique sur des systèmes. Ce dispositif de soutien, il a aussi des contraintes, notamment en termes d'intégration, vous les connaissez bien, qui empêchent par exemple d'exploiter le beau gisement qu'on aurait sur les toitures terrasses. Donc forcément, si on veut essayer de trouver un autre modèle et passer par exploiter des toitures terrasses, et ben on se retrouve aujourd'hui à explorer un autre modèle économique finalement. Donc aujourd'hui, ça fait partie un peu des points, je pense que vous avez tous plus ou moins identifié, c'est-à-dire que c'est parce que quand vous voyez que vos projets ne passent pas en vente de la totalité avec les tarifs d'aujourd'hui que peut se poser la question de l'autoconsommation. Alors bien sûr aussi, pourquoi l'autoconsommation? On est aussi dans un contexte de ce qu'on appelle la parité réseau, ce fameux mot pour dire finalement que le photovoltaïque devient compétitif, qu'il n'y aura plus besoin, ou en tout cas que le coût de production photovoltaïque baisse drastiquement et devient donc compétitif avec le coût de vente d'électricité. Donc ça, c'est l'enjeu de dire que finalement,
on arrive à un point où bah, que je vende mon électricité ou que je réduise enfin que pardon, ou que je l'autoconsomme, eh bien, je vais avoir un coût finalement identique. Donc, est-ce que le modèle d'autoconsommation, dans ce cas, ne pourrait pas être intéressant? Alors là, tout de suite, attention, on va avoir des modèles économiques du coup différents selon le tarif de vente de l'électricité, donc c'est-à-dire selon le type de consommateur sur lequel est le bâtiment, hein. Donc là, le modèle va dépendre vraiment de ce tarif de vente de détail. Donc dépend en quelque part du prix du fournisseur. Donc c'est pas tout n'est pas extrapolable dans toute situation, ça dépend vraiment du prix du fournisseur que paye le consommateur. Et un dernier point également sur pourquoi l'autoconsommation. Là, je vous ai extrait un devis de raccordement. Voilà, c'est lorsqu'on a des devis de raccordement très élevés qui rendent le projet, qui rendent impossible le projet. Et que là, c'est plutôt pour vous formuler l'idée que lorsqu'il y a des contraintes en fait en injection, on a un problème de contrainte de réseau, c'est-à-dire que la capacité d'accueil du réseau n'est pas suffisante. Soit on met en œuvre des moyens infrastructures pour que le réseau soit renouvelé, qu'on remplace des éléments pour que ça puisse accueillir la production, soit on peut réfléchir effectivement à limiter l'injection, ce qui peut se produire lorsqu'on met en œuvre des systèmes d'autoconsommation. Ce que je voulais peut-être dire déjà à ce moment-là, c'est que les contraintes d'injection, elles ne vont pas avoir lieu spécifiquement en zone urbaine, on est vraiment plus sur les zones contraintes qui sont les zones rurales, éventuellement périurbaines. Donc là, c'est un peu les trois grands axes de pourquoi on se retourne finalement vers l'autoconsommation. Sans doute que vous avez d'autres éléments qui peuvent arriver, notamment des éléments sociologiques, de dire que les personnes, elles aiment bien l'autoconsommation parce que c'est un sentiment d'autonomie qui est moins perceptible lorsqu'on vend une totalité de production. Même si finalement, dans les faits, physiquement, ça revient au même. Et ce qu'on montrait d'ailleurs tout à l'heure par mon schéma, hein, qui reste similaire entre vente de la totalité ou autoconsommation collective. Alors finalement, quel modèle? Voilà, pourquoi l'autoconsommation, puis vers quel modèle? Quel modèle on peut mettre en œuvre? Actuellement, l'autoconsommation commence à avoir un cadre juridique, mais qui est en cours de définition. C'est-à-dire que je ne suis pas encore assurée de vous donner les définitions précises parce que, pour information, hein, il y a une ordonnance qui a été publiée donc en juillet de cet été, juillet 2016, et puis depuis, il y a le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été débattu donc à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, et va retourner à l'Assemblée nationale, et ça a donné lieu à des modifications dans les définitions. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez déjà avoir ce qui est publié dans le Code de l'énergie, sachant que c'est en cours de modification. Ce qui en ressort hein, aujourd'hui, c'est deux grands axes finalement d'autoconsommation, deux grandes définitions. Une autoconsommation qu'on va dire individuelle. Là, dans ce cadre, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est vraiment que vous avez, alors, en plus vous pouvez même voir ma souris, super, le réseau qui a un seul point unique. Et vous allez avoir le consommateur, c'est vraiment écrit comme ça en fait. Alors je vais le dire, je vais essayer de le reformuler comme c'est écrit. Hein. Le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même en fait, tout ou partie de sa consommation. L'autoconsommation individuelle, il parle donc d'un producteur, d'un consommateur et il parle de lui-même. Alors déjà, on peut se poser la question dans vos cadres à vous, où finalement, vous, producteurs citoyens, vous n'êtes pas forcément le consommateur. Enfin, vous n'êtes pas du tout d'ailleurs, vous êtes un tiers investisseur. Donc ça commence à poser question, est-ce que ce producteur, ce consommateur, c'est forcément la même personne? Est-ce que de toute façon, vu du réseau, oui, on peut dire que producteur-consommateur est le même, ce qui n'empêcherait pas en interne finalement vous d'avoir dans votre niveau privé hein, un contrat privé qui relie le producteur et le consommateur. Et c'est ce qu'on verra notamment dans le cadre de l'Orient. La mise en place de ce cadre autoconsommation individuelle, c'est vrai que moi, ça me pose question en termes aujourd'hui de est-ce qu'il y a une place prévue pour le tiers investisseur ou est-ce que ce cadre juridique, il insiste pour dire que producteur-consommateur, c'est vraiment la même entité juridique. Et le deuxième grand axe que va développer finalement cette ordonnance et donc ce cadre juridique, c'est la mise en place de modèles d'autoconsommation collective. Où là, il n'y a plus tellement d'ambiguïté finalement par la venue d'un tiers investisseur, puisqu'on a plusieurs consommateurs qui peuvent être associés, un ou plusieurs consommateurs, un ou plusieurs producteurs. Donc là, c'est plutôt un modèle où on part sur le principe de dire, d'accord, on va avoir plusieurs consommateurs qui ne vont pas être en réseau privé, mais vraiment avec une relation, enfin, via le réseau public, hein,
qui vont donc être chacun en interaction avec le réseau public. Et là, c'est comment articuler cette autoconsommation alors qu'on va transiter par le réseau public. Quel cadre mettre en place, contractuel, comptage, etc. Donc là, l'autoconsommation collective, en tout cas, permet cela. Elle le permet par contre dans un périmètre réduit. Le périmètre, initialement, il y avait le terme antenne basse tension, puis départ basse tension. Actuellement, au Sénat, il parle de même poste de distribution. Donc basse tension, moyenne tension. Mais on reste sur donc un périmètre réduit, relié finalement à la basse tension, avec une logique de dire bah, on peut avoir donc des producteurs, consommateurs qui sont différents et qui vont s'associer notamment via une personne morale. Ça, c'est plutôt dans l'aspect contractuel vis-à-vis d'Enedis notamment. Les questions qui se posent aujourd'hui, parce que clairement ce modèle-là, il n'est pas encore en œuvre possible vraiment, il est encore en, donc je vous l'ai dit, hein, en clarification. En tout cas, il y a les textes de définition qui arrivent. On attend encore les décrets d'application. Les grosses questions qu'il y a aujourd'hui sur ce modèle-là, c'est la question autour du dispositif de comptage, qui va être donc le dispositif à la fois contractuel et technique, hein, qui sera donc à l'appréciation, enfin à l'appréciation, c'est en tout cas Enedis qui va être force de proposition dessus. Là, je vous ai mis quoi en fait? Je vous ai mis dans ce support, hein, cette slide, je vous ai mis le catalogue de prestations d'Enedis lorsqu'on a de la décompte. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y aura sans doute des frais liés au fait qu'on va avoir donc nos fameux compteurs virtuels, hein, qui vont venir ajouter donc des frais de décompte. Donc aujourd'hui, la clarification, c'est quel coût? Est-ce que ça va venir rendre plomber ou non le modèle économique, voilà, quel coût ça va être ce dispositif de comptage. Et la deuxième grosse question autour du comptage, c'est quel pas de temps. Juste pour venir en arrière peut-être, hein, pour bien comprendre, hein, si on parle en autoconsommation individuelle, là on est sur un pas de temps instantané, c'est-à-dire que tout ce que je produis doit être consommé en même temps, sinon c'est injecté sur le réseau. Dans le cadre de l'autoconsommation collective, de fait, la production va être injectée sur le réseau, et c'est virtuellement qu'on va venir finalement affecter cette production au compteur de consommation. Et donc la question, c'est quel pas de temps? Est-ce que c'est des données qui vont être des données 10 minutes? Est-ce que c'est des données, des index journaliers qu'on va venir affecter finalement à la consommation? Est-ce qu'on se rapprochera donc le plus possible finalement de l'autoconsommation individuelle en cherchant vraiment au pas de temps réel presque? Voilà, c'est vraiment une question de qu'est-ce qu'on va affecter à quel pas de temps? Ça a une incidence parce qu'au final, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, ce sont encore des points sur lesquels on attend de la clarification. Donc je n'aurai pas de réponse précise. Et c'est vrai que ça va jouer aussi sur le réalisme, la possibilité de réaliser ces projets, si vraiment ça va nous permettre de débloquer des situations. Un gros point aussi de clarification en attente qui se précise petit à petit, c'est la question des taxes. Voilà, vous êtes producteur, donc sur cette autoconsommation collective, hein, vous êtes producteur, l'électricité va quand même transiter via le réseau public pour aller alimenter des consommateurs. La grosse question, c'est est-ce que dans ce cas-là, on devient fournisseur? Si c'est le cas, vous devez finalement faire en sorte que votre client paye toutes les taxes. Donc, c'est vraiment pas l'enjeu, hein. On va essayer d'éviter d'être fournisseur. Mais est-ce qu'on va nous exonérer toutes les taxes? Est-ce qu'on va avoir donc les taxes à payer, lesquelles, etc. Donc, on appelle ça nous du prélèvement, en fait. Finalement, qu'est-ce qu'on va venir prélever auprès du consommateur? Et donc ça, c'est important, très important pour le modèle économique. Est-ce que finalement, ce que vous allez pouvoir vendre au niveau du consommateur, c'est uniquement cette part de production, ou est-ce que ça va vous permettre, vous allez pouvoir ne pas prélever, donc du coup, quelque part, grossir votre coût de production, tout le modèle économique va reposer dessus. Alors, ce que je peux déjà dire comme élément, c'est que la TVA, a priori, on devrait la payer, que le TURP, aujourd'hui, il y a une réflexion pour qu'il y ait ce qu'on appelle un micro-TURP, c'est-à-dire que oui, effectivement, l'électricité va transiter via le réseau public, donc normalement on se doit de payer un TURP, mais montrer que ce transit, il est sur une toute petite partie du réseau public, et qu'à ce titre-là, on pourrait donc être exonéré d'une certaine partie du TURP. Donc vraiment, tout l'enjeu, ça va être de dire quel est notre curseur, en fait. Est-ce que je peux me permettre finalement de valoriser, à quel coût je peux me permettre de valoriser ma production photovoltaïque? Et forcément, ça joue, bah, vous le voyez bien, hein, dans vos projets, sur votre rentabilité, c'est le curseur. Donc aujourd'hui, ça reste quand même un lieu d'incertitude, ce qui fait que vous ne pouvez pas de suite savoir être assuré sur le modèle économique. Donc c'est, voilà, l'autoconsommation collective aujourd'hui, encore en modification, déjà, définition, et ensuite attente de clarification vraiment sur la mise en œuvre.
Alors, je voulais en finir là, en fait, en vous posant cette question. Voilà, je viens de vous dire un petit peu les pourquoi on en arrive à la question de l'autoconsommation. Moi, ma première remarque, c'est que bah, si un des points, enfin, si effectivement vous vous reconnaissez dans un des points, ou si vous avez pu voir que vous aviez un point bloquant, hein, que ce soit donc coût de réseau, coût tarif d'achat ou autre, là, effectivement, pourquoi pas réfléchir à cette solution. Si de fait, il n'y a pas de point bloquant, alors ne réfléchissez pas trop, la vente de la totalité reste largement appropriée. Voilà, c'est vraiment l'idée de ne pas se lancer de suite dans cette notion d'autoconsommation. Prenez d'abord le temps de voir ce qu'il en est, ce qui est possible dans ce qui est faisable aujourd'hui. Je le redis, la vente de la totalité, c'est un modèle qui est éprouvé, qui est faisable. Lorsqu'on va parler d'autoconsommation individuelle, il peut y avoir effectivement des faisabilités, même avec tiers investisseurs, même si peut-être que dans l'avenir, le tiers investisseur va être taxé. Ça, c'est une question qui peut se poser. Autoconsommation collective, aujourd'hui, on n'y est pas encore dans la mise en œuvre. Et en tout cas, je peux vous dire qu'il faut peut-être éviter que déjà, vous avez beaucoup de choses à gérer en termes de modèle juridique. N'allez peut-être pas de suite vers ce modèle-là tant que c'est pas non plus éprouvé, qu'il y a un modèle juridique qui est consolidé, parce qu'après, ça risque de vous d'alourdir hein, la rentabilité de vos projets et puis de la complexifier. C'était aussi un message que je voulais faire passer, hein. Souvent, on nous dit, bah, c'est complexe, l'arrêté tarifaire est complexe, on veut en sortir. Effectivement, il y a beaucoup de règles à suivre. Ok, mais si on en sort, c'est pas pour non plus rentrer dans notre monde complexe et incertain. Donc, faites attention à vos choix. Et donc là, je dis à vous vous poser aux autres solutions. On pourra du coup en parler tout à l'heure lors de vos questions-réponses. Et puis, ça pourra tout à fait être abordé aussi lors de la formation du 15 mars, où là j'irai beaucoup plus en détail sur les différents schémas et toutes les questions à se poser, tous les coûts aussi cachés ou tous les coûts à prendre en compte dans les différents schémas de raccordement. Et donc pour moi, c'est tout bon. Merci Anne-Claire. J'ai deux questions là peut-être à relayer de la part du fil et des nombreux participants. Là, ils sont 71, donc merci à tous hein, de nous avoir rejoints. J'ai une question d'abord personnelle Oui, à poser de ma petite, de ma petite place. On avait intitulé ce webinaire donc autoconsommation, etc. par rapport aux projets citoyens, les opportunités et les alors, est-ce que contradiction. tu peux, ouais, les contradictions, est-ce que tu peux, en quelques phrases, résumer justement les opportunités et les contradictions par rapport à un projet citoyen comme ils sont nombreux à être représentés dans l'assistance? En quelques phrases. Alors, oui, opportunité, c'est vous avez une situation qui est bloquée, et bah peut-être que l'autoconsommation pourra débloquer et développer des projets. Je dirais ça comme ça en résumé, hein. C'est opportunité pour, aller vers d'autres modèles et puis pour continuer de développer le photovoltaïque et développer vos projets, surtout si vous êtes bloqué par des situations, existantes. Contradictoire, c'est, ne nous enfermons pas dans ces modèles-là, ne n'oublions pas les modèles qui existent et qui ont été éprouvés, heu et heu et faisons attention aussi, du coup je parle, je dis nous, hein, je m'englobe avec vous, hein, à ne pas, se lancer dans des projets trop complexes. D'accord. Voilà, je sais pas Quand si ça tu répond. parlais de projets bloqués, c'est essentiellement, par exemple, un coût de raccordement exorbitant qui fait que le modèle économique ne tient plus. Tu l'as démontré dans une des slides. Ça peut être ça Oui, essentiellement. ou alors effectivement le tarif d'achat, on va revenir dessus, hein. On a des tarifs qui sont très bas, au-dessus de 9 kilos, et qui fait que le modèle peut pas se faire. On voit que les niveaux de tarifs autour de 12 centimes justement sont équivalents, voire presque plus faibles que certains niveaux de prix de fournisseurs. Donc là, ça pose question effectivement, et ça peut amener à cette réflexion-là. D'accord. Donc, je te propose, on avait prévu initialement enfin, de poser toutes les questions à la fin. Là, il y en a deux Oui, qui sont arrivées sur le fil, donc je vais te les livrer. Donc, une question de Monsieur Desruelles d'Énergie Vendomoise. L'autoconso collective, n'est-ce pas à une échelle plus petite ce qui est fait avec les multiples distributeurs actuels et Enedis? Façon de redire un peu ce que c'est que l'autoconsommation collective. Parce alors que là, l'autoconsommation collective, c'est une échelle qui est quand même petite, hein, je vais revenir dessus, hein. Là, peut-être que ça vous paraît grand, mais c'est l'idée d'être un périmètre qui est réduit, c'est-à-dire que vous êtes sur
je vais dire une boucle, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais vous êtes sur le réseau basse tension, sur le périmètre en dessous hein, d'un poste. Je ne sais pas la question, c'était. Il y a les Est-ce que notions de ça, multiples distributeurs. Là, on n'est pas sur, on est sur un seul distributeur, hein, il y a un seul gestionnaire de réseau, hein, sur une petite part du réseau de distribution, qui est une maille qui est fine en fait. Hein, on est sur un périmètre réduit. En fait, oui, je pense que c'est essentiellement une comparaison en fait pour bien comprendre le système, quoi. Comment les distributeurs, en fait, les multiples distributeurs vont réinjecter aussi sur le réseau et ça fonctionne en fait un peu sur le même modèle. Alors peut-être que physiquement, enfin là c'est vraiment, je crois que j'ai un peu du mal à comprendre. Oui, les distributeurs sont raccordés, enfin leur réseau in fine va être raccordé sur le réseau Enedis, mais là, on n'est pas du tout sur la même maille et on n'est pas du tout sur le même modèle contractuel. Là, l'enjeu de l'autoconsommation collective, c'est de permettre ce comptage virtuel, c'est-à-dire qu'on puisse, même si on injecte finalement la totalité de notre production, on puisse une partie du moins prouver qu'elle a été autoconsommée de manière proche et affectée en fait au contrat, enfin, à la facture des consommateurs proches. C'est vraiment D'accord, ça l'idée. d'accord. On a Benjamin de Sud Paris Soleil qui demande comment fonctionnent les modèles existants CF My Light System. Alors, je sais pas Alors, si tu connais. pour moi, c'est du coup tout ce qui est autoconsommation individuelle. Moi, je le comprends comme ça dans sa question. Le système de l'autoconsommation individuelle, de toutes les box autoconsommation, elles ont vocation à quoi? Ces systèmes, bah, Life System, je pense que c'est ça, hein. C'est d'essayer d'optimiser l'autoconsommation, d'éviter qu'il y ait de l'injection en fait. On est vraiment sur un modèle autoconsommation totale, optimisé. Donc c'est euh, comment il fonctionne. On est sur l'autoconsommation individuelle en soi. Nous, on faut faire attention en fait à ces notions d'autoconsommation totale. Pourquoi on ne veut pas injecter? S'il n'y a pas de problème de contrainte, pourquoi on s'empêche d'injecter? Il peut y avoir lieu d'injecter si on ne consomme pas au même moment. Et puis, attention, d'une part, à ne pas nous inciter à trop consommer. Hein. On est bien d'accord que si on veut un taux d'autoconsommation de 100%, bah, peut-être que des fois, on va faire exprès, entre guillemets, de consommer pendant la production pour être sûr qu'on ait bien les 100%. Ça n'a pas forcément de sens. Enfin, ça n'a pas de sens si on en arrive là. Et puis aussi, deuxième chose, je ne l'ai pas redit, mais l'idée de ces systèmes, c'est parfois du coup de réduire l'installation photovoltaïque au strict minimum. C'est-à-dire que pour qu'on ait 100% de consommation, ce que nous on appelle tuer le gisement, c'est-à-dire attention, euh, si finalement on ne met plus qu'un ou deux panneaux, ce qui peut des fois être le cas du coup en milieu résidentiel, pour qu'il y ait 100% d'autoconsommation, bah là on va perdre en termes de production photovoltaïque globale. Hein. L'objectif c'est quand même, je ne vous l'ai pas rappelé en introduction, mais je pense qu'on est tous d'accord, c'est qu'on atteigne nos objectifs de puissance de plusieurs gigawatts, hein, même 15, 20 gigawatts annoncés dans la PPE, et que l'on soit, on ait des vrais objectifs, pas seulement un panneau par bâtiment. La question de Taranis, par rapport à la notion d'autoproduction par lui-même, est-ce qu'on a un Oui. retour de ce qui s'est passé dans les appels d'offres? Alors, on n'a pas de retour parce que les appels d'offres, pour l'instant, il y a eu donc les lauréats qui ont été désignés. Hein. Déjà, juste pour vous peut-être préciser au niveau juridique, l'appel d'offres, il a une brique à part au niveau réglementaire législatif. Là, ce que je vous cite, moi, hein, ce sont des articles du Code de l'énergie, c'est une autre brique. Donc, il y a deux briques différentes. C'est-à-dire qu'il il y a la brique de ce qui se passe de manière générale, et puis il y a la brique appel d'offres. Ce qui veut dire quoi? C'est que tout ne s'applique pas toujours pareil. Alors l'appel d'offres, il était assez flou, on va dire, dans le cahier des charges, mais dans le cadre des questions-réponses, auxquelles répondait la DGEC, à un moment, on a pu lire clairement que oui, c'était possible d'avoir un tiers investisseur lorsqu'on était sur un modèle, sur une installation raccordée basse tension, mais que ça l'était pas lorsqu'on était sur des modèles raccordés HTA. Voilà, donc autrement dit, on peut avoir l'autoconsommation individuelle avec tiers investisseur sur les installations basse tension, mais pas sur les HTA. C'est ce que nous, en tout cas, on en a compris des réponses. Ok, merci Anne-Claire. Une autre question d'Enercop PACA. Qui fait remonter la question des taxes et comment?
C'est-à-dire comment elles seront appliquées? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je pense que ça sera si, alors si je peux peut-être le dire, on peut supposer ça, c'est qu'au final, comme lorsque vous avez les compteurs qui se retrouvent donc en domaine public, hein, autoconsommation collective, c'est qu'on transite par le domaine public. Les compteurs seront des compteurs non pas privés mais publics, donc gérés par le gestionnaire de réseau. C'est lui, je pense, qui va avoir ce rôle de, alors peut-être pas d'appliquer les taxes, mais en tout cas, les données seront connues et quelque part, l'affectation au contrat de fournisseur se fera via lui. Donc je présume, en tout cas le TURP, ce sera sans doute via lui. Alors c'est pas lui directement hein, qui va taxer, c'est plus qu'il y aura une vérification sans doute par là. En tout cas, ou alors le producteur qui aura lui à justifier de ses taxes. Je sais pas du tout comment ça va être mis en œuvre. Ok, je propose qu'on passe maintenant, si Pierre m'entend, à la présentation donc de ce qui se passe dans la ville de Lorient. Il est 12h56, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais les regrouper sur ton fil, Anne-Claire, Oui, de très façon bien. à ce que tu Parce que puisses je vois les sinon la question de Pierre, là, je comprends mieux maintenant. Du coup, est-ce que D'accord. on ne doit pas s'attendre à des évolutions réglementaires imposant l'autoconsommation dans un proche avenir? Euh, Alors aujourd'hui, on n'en est pas là dans le projet d'arrêté tarifaire, hein. Il y aura bien des possibilités de vente de la totalité. On est même dans une solution où la vente du surplus, par contre, sera faite différemment. Mais je vous en dis pas plus, ça va dépendre de ce qui va être validé au niveau de l'arrêté tarifaire et puis on pourra en reparler. Je pense que d'imposer l'autoconsommation, ça paraît, c'est pas, ça sera pas pertinent. Enfin, on le voit bien. Sinon, on va fortement limiter en fait notre capacité de production. Après, est-ce qu'il y a un risque? Bon, on peut tous attendre à tout, hein, on peut dire ça comme ça, hein, mais aujourd'hui, il n'y aurait aucun enjeu à limiter la photovoltaïque à l'autoconsommation, et au contraire, ça viendrait priver en fait de l'ensemble du gisement qu'on pourrait avoir. Ok. Merci beaucoup Anne-Claire. De toute façon, on te retrouve dans la dernière partie du webinaire je vais regrouper toutes les questions qui t'ont été posées. On les traitera par la suite. On écoute maintenant Pierre Crépeau de la ville de Lorient. La ville a été extrêmement active en matière d'autoconsommation, très créative. Donc, je vous laisse avec son exposé. Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour faire une petite introduction, je vais rejoindre Anne-Claire Faure. On parle beaucoup d'autoconsommation, nous on n'est pas du tout contre la vente hein, de l'électricité. En fait, on s'est mis à l'autoconsommation parce que les modèles financiers basés sur la vente ne marchaient plus pour nous. Et c'est ce que je vais vous raconter. Hop, alors, je passe là. Est-ce que vous voyez mon... Voilà. Donc, vous voyez là tout le monde voit bien mon écran, c'est bon? Oui? Bon. Alors, donc, juste pour vous montrer que depuis 2006, là c'est 2008, on était sur un modèle hein, sur de l'électricité photovoltaïque vendue. Et puis qu'à partir de 2014-2015, on s'est mis à faire de l'autoconsommation. Et bon, vous aurez la présentation. Le but, c'est pas de vous assommer sous les chiffres, mais c'est pour dire que cet élément d'utilisation de l'autoconsommation nous a vraiment permis euh, d'augmenter très 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 sensiblement la capacité à mettre en œuvre des installations photovoltaïques. Alors, je passe là. Vous voyez les installations photovoltaïques de l'année de la ville de Lorient qu'on avait jusqu'en 2015. Hein, c'est-à-dire que c'était depuis 2006, hein, les serres de Cadroal, etc., 2008, des petites installations qui étaient vendues. Vous voyez notamment celle du stade du Moustoir, là, où on récupère quand même plus de 20 000 euros par an pour une installation de 47 kW crête. Donc vous imaginez le tarif d'achat, là, c'était un peu bingo. Et puis voilà, donc en 2015, on a 9 installations, à peu près un très gros millier de mètres carrés. Et, euh, et donc, en 2014, on a fait notre première installation en autoconsommateur. En fait, notre deuxième, la toute première, a été faite dès 2006 dans des serres. Et ça, c'était un premier test. Et la officielle a été faite à l'école de Carmelo. Alors, je vais passer alors, hop, là, sur l'autre diapositive. Là, c'est tous les projets sur 2016-2017. Donc vous voyez que en fait, dans ce qu'on a maintenant en autoconsommation, hein, tout est en autoconsommation dans nos cartons, avec des enjeux de financement de temps en temps.
On en a pour plus de 500 kW crête, 9 installations. Bon, il y en a une très grosse là qu'il faut qu'on sorte, mais qui est compliquée. Mais on a énormément de projets liés à un modèle économique qui fonctionne mieux. Alors, je passe à la politique photovoltaïque de la ville. Euh, l'histoire, c'est que en 2012 et 2013, euh, on a travaillé sur un modèle de vente de l'électricité, où on avait un investisseur tiers qui mettrait des panneaux sur une grosse partie du patrimoine municipal lorientais et qui vendrait l'électricité, qui rémunérerait l'installation de ces panneaux et qui nous paierait éventuellement un petit loyer. Et avec la chute très importante des tarifs de vente de l'électricité, on a lancé notre appel d'offres et on s'est retrouvé avec une seule offre d'un opérateur qui nous demandait 50 000 euros, qui nous disait payer 50 000 euros pour que je puisse installer des panneaux solaires. Donc c'était vraiment pas trop notre intérêt. Et donc on a arrêté le projet et on a travaillé donc avec le technicien qui a vraiment lancé la chose, qui s'appelle François Cor, et je le cite à chaque fois, c'est vraiment grâce à lui que tout est parti, sur la question de l'autoconsommation. Donc, je vous montrerai après, il y a eu un premier travail sur une école, l'école de Carmelo, et on a proposé en octobre 2015 un plan d'action basé sur le développement du modèle autoconsommation. Donc, déjà, ce qu'on a demandé, c'est un peu d'argent, hein, 60 000 euros par an pour mettre en place des panneaux. Ça intéressera peut-être plutôt vos collègues collectivités de demain, mais nous, dans les collectivités, on a des vrais enjeux entre investissement, fonctionnement, etc. Bon, bref, c'est des tas d'astuces qui nous permettent de poser des panneaux facilement en régie. Et puis, les actions de réduction de la consommation électrique, bien évidemment. Et puis, le recours au financement participatif citoyen. Donc là, je vais vous parler de l'école de Carmelo, qui a été notre premier test. Cette installation a eu lieu entre 2014 et 2015. Et en fait, l'idée était de se dire, il faut qu'on rentabilise nos installations, l'électricité qui est produite par les installations, hein. On fait vraiment pas les choses, on fait pas les choses par pure philanthropie, hein. Il faut qu'il y ait une équation économique. Et donc, tout le projet a été de créer l'installation solaire qui produise de l'électricité pour le coût le plus faible possible. Donc le prix de revient du kilowattheure, baisser le prix de revient du kilowattheure. Le but était de faire des choses extrêmement simples. Là, vous voyez, hein, c'est des supports lestés. Hein, on ne fait pas de trous dans notre étanchéité. Des panneaux sur console. On a un peu cassé notre tirelire en achetant des micro-onduleurs, mais donc on a un petit onduleur par panneau, et puis une pause en régie pour limiter aussi les budgets de pause. Et on estime donc on a un prix de revient qui doit se retrouver du côté des 11-12 centimes du kilowattheure, avec un taux de couverture des besoins de l'école qui est aujourd'hui supérieur à 20% et qu'on doit pouvoir pousser à 30% en faisant de la maîtrise de l'énergie, en faisant un peu de pilotage de consommation, en retravaillant sur les ballons d'eau chaude, et puis en travaillant peut-être aussi sur du solaire thermique, par exemple pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Euh, cette installation nous a permis de constater que ça marchait très très bien, l'autoconsommation. On sortait de l'électricité à un faible prix. Et sur cette école, on est passé chez Enercop. Donc c'est une électricité dont le prix est aujourd'hui un peu plus cher que l'électricité de marché. Et donc on a une belle rentabilité qu'on doit gagner quasiment 5 centimes par kilowattheure produit par l'installation par rapport à si on l'achetait sur le réseau. Alors, hop, je passe des petits graphiques sur l'installation photovoltaïque de l'école de Carmelo. Ça nous a vraiment permis d'essayer de comprendre comment ça marchait, comment un bâtiment fonctionne. Donc là, vous voyez le premier graphe en haut, hein, c'est une consommation au pas de 1 minute. Donc ça, c'est en février, il me semble. Et puis ça, c'est en mars, une fois qu'on installe les panneaux solaires. Donc on voit que déjà, des choses intéressantes, hein. On a des talons de consommation importants dans ces bâtiments. Hein, on a 5 kVA de talons de consommation. On a des trucs qui se déclenchent la nuit, c'est des ballons d'eau chaude, bon bref, qui se déclenchent pile à 22 heures. Et puis on a des consommations qui sont quand même pas mal corrélées avec le soleil. Et donc une fois qu'on a mis en place les panneaux solaires en autoconsommation, eh ben, on s'aperçoit que, donc ça doit être en mars ou en février, le deuxième graphique,
Et donc, on a une baisse importante de l'électricité qu'on tire sur le réseau, parce que là, on regarde ce qui se passe au niveau du compteur. C'est-à-dire que les pannes marchent, et puis le soir, ça remonte un peu. Et en 2015, avec quasiment une année de fonctionnement de cette installation, on est tombé à quasiment 43, 44 mégawattheures de consommation d'électricité pour l'école, alors qu'en 2010, c'est une école qui consommait encore 80. Donc il y a eu un double travail, un travail de maîtrise des consommations d'énergie par les écoliers, et puis le travail avec les panneaux solaires en autoconsommation. Bon, donc une fois qu'on avait trouvé que tout ça marchait très bien, on a réfléchi en se disant, bon, il faut qu'on amplifie notre capacité de financement. C'est-à-dire que on voulait mettre en place plein de panneaux solaires, mais on avait des tout petits budgets en investissement, à 60 000 euros par an. Et puis en plus, les élus, dans le plan climat, disaient, nous, on veut associer les habitants à nos politiques énergétiques. Donc, euh, on a commencé à travailler là-dessus. On a rencontré dans le cadre de ce qui s'appelle la boucle énergétique locale, qui est un lieu de rencontre financé par la région Bretagne et animé par euh, l'Agence locale de l'énergie et puis l'Orient Agglomération, un collectif citoyen qui s'appelle Bretagne Énergie Citoyenne. Et donc, on a commencé à faire affaire, à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un modèle qui permette de l'investissement citoyen autour de l'autoconsommation. Et donc, c'est un travail qu'on a réalisé un peu chacun de notre côté pendant 2 ans, hein. Donc, il y a les citoyens qui ont créé un outil, en fait, hein, une société par action simplifiée, participative. Et puis, nous qui avons réfléchi à la mise en place d'une structure juridique permettant de faire un appel d'offres pour obtenir des panneaux solaires en autoconsommation. Alors, je vais vous montrer un peu, c'est un peu plus loin. Hop, pardon, j'ai tout un tas d'annexes qui ne servent à rien. Pim, pim, pim. Voilà, l'idée. Donc, le principe de l'investissement citoyen en autoconsommation, c'est que la ville de Lorient devient locataire, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes propriétaires, c'est des citoyens qui sont propriétaires de panneaux solaires et la ville leur loue les panneaux solaires. Il y a un contrat de location qui est fixé sur 15 ans. Et donc, dans le contrat de location, on leur demande plusieurs choses. On leur demande de louer des panneaux solaires, que nous, on va poser nous-mêmes, et on leur demande aussi de réaliser des actions de sensibilisation dans chacun des bâtiments sur lesquels on pose des panneaux solaires. Donc on arrive dans l'idéal, pour l'instant on n'y est pas encore, hein, on pourra en discuter après avec les questions. Euh, Dans l'idéal, il faudrait que le prix de l'électricité produite, l'équivalent, c'est-à-dire quand on divise le tarif de location annuel par le nombre de kilowattheures qui sont produits, il faudrait qu'on réussisse à avoir un, un prix d'achat inférieur à l'électricité de réseau. Donc on pose tout ça sur un bâtiment, et puis la ville achète tout le matériel électronique. Donc le système a été validé par... alors, excusez-moi, je vais juste avoir besoin de couper ma caméra une minute. Hop, voilà. Donc le système a été validé par un travail qu'on a fait avec Brice-Pull, et puis qui s'est associé à un cabinet d'avocats. Donc on avait pas mal de réflexions, on réfléchissait à la mise en place d'un crédit bail. Alors le crédit bail, c'est très compliqué, il faut une société financière, ça a été abandonné très rapidement, alors que en fait ça serait la solution idéale, ça serait la solution qui nous permettrait de devenir propriétaire de l'installation à la fin de l'opération. Finalement, on a réfléchi, on est passé sur une location. Et là, la location, c'est très pratique parce que le collectif citoyen peut répondre. On n'a besoin que, entre guillemets, d'une société standard pour faire une location. Après, on a un petit souci. Alors, hop, attention, je rallume ma caméra, vous allez voir que j'ai changé de place. Hop, voilà. Donc on a besoin à la fin des 15 ans de savoir ce qu'on fait des panneaux. Donc c'est un peu la petite question qui se pose, mais on peut traiter ça.
Et puis voilà, on a fait un petit marché à procédure adaptée, hein, pour un premier lot de 45 kW crête. Donc le critère d'attribution, c'était la qualité technique des panneaux, la qualité de l'implication des habitants, et ça c'est aussi un élément important, c'est que on n'était pas juste sur un projet d'investissement, on était sur un projet d'éducation populaire. Et donc ça faisait partie très très fortement de la notation. Et puis après, le prix de la location. Et dans le prix de la location, en fait, il y a deux sous-critères. Il y a le prix standard de la location, et puis il y a un autre sous-critère sur le coût que nous ferait payer la société si on décidait d'arrêter le contrat de location. Et donc ça faisait partie aussi des notes. Pierre, je me Voilà. permets Oui. juste d'intervenir parce qu'on ne te voit pas. Il faut que tu appuies une nouvelle fois sur commencer le partage. Voilà. Non. Donc voilà, ça y est, regardez, vous voyez, j'ai changé, je suis plus rose, je suis avec un beau fond blanc. Donc, au niveau des installations photovoltaïques sur la ville de Lorient, ça nous donne, en 2015, on avait 125 kW crête. En 2016, on a réalisé 4 installations. Une école à l'Anveur, l'école de Kéroman, et puis la mairie et l'école de Kerzalbeck qui ont été financées en financement participatif citoyen. Donc vous voyez, donc tout en autoconso, hein. Vous voyez en fait la quantité de panneaux solaires installés en 2016 par rapport à tout ce qu'on avait fait depuis toujours. Donc ça nous a vraiment, cette affaire d'autoconsommation, de financement participatif citoyen, sacrément permis de développer le photovoltaïque. Et on va continuer parce que le but, c'est que cette année, on n'a pas 90 kW crête de projet, on en a quasiment 150. Un élément, l'école de Kéroman, qui est une 36 kW crête en autoconsommation, on est sur un projet de vente du surplus. C'est-à-dire que là, on a dégoté une petite subvention, même une belle subvention de la région de 40% de l'investissement dans le cadre de la boucle énergétique, et ça nous a permis de payer les frais de raccordement. C'est ça qui est assez cher, et de surdimensionner l'installation, hein, pour pouvoir avoir une installation qui produise bien plus que ce que l'école aurait strictement besoin. Mais là, on avait de la toiture. Et pour reboucler un peu sur la question qui était posée par Anne-Claire, hein, sur comment le fait de tuer ou pas le gisement, moi je suis moins inquiet sur cette dimension. Peut-être sur les toitures individuelles, cette question de gisement est importante. Mais sur les toitures de tertiaire, nous on s'aperçoit que sur nos écoles, par exemple, à partir du moment où on a une école qui fait 1 ou 2 étages, c'est-à-dire on a une certaine densité d'élèves, donc une certaine densité de consommation, donc où on a un rapport consommation divisé par surface du toit qui n'est pas terrible, et ben, ça veut dire quand on a une surface du toit pas gigantesque au regard des consommations, on peut bien blinder le toit de panneaux solaires. On n'aura pas une surproduction manifeste, hein, sur l'école de Carmelo. C'est très clair, on n'aurait guère pu mettre plus de 15 kW de crête, donc on restait quand même dans une logique d'autoconsommation. Et puis on a quelques autres projets de belle ampleur en autoconsommation. Là, on est en train de réfléchir sur une ombrière de 100 kW de crête pour un site qui a un beau talon de consommation. Et en fait, là, on est, nous, bridés par des diamètres de câbles qui passent à l'intérieur de ce site, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, et les diamètres de câbles nous brident du côté des 95-100 kW de crête. Donc même si on voulait, on ne pourrait pas en mettre plus quasiment de panneaux solaires. Et puis après, sur notre mairie, on a vraiment un extrêmement beau talon de consommation. Donc là, on va continuer à essayer de rajouter des installations solaires, peut-être sur d'autres modèles de financement participatif citoyen. Voilà, je crois que j'en ai terminé là. On peut peut-être prendre des questions, et peut-être que ça me fera m'apercevoir que j'ai oublié de dire des choses. Alors, Pierre, effectivement, les questions sont nombreuses. Si tu vas sur ton, j'ai essayé de les relayer au fur et à mesure. Ne m'en voulez pas si j'en ai oublié quelques-unes, vous me rappellerez à l'ordre. Je propose qu'on revienne un petit peu sur la présentation, le temps que tu prennes, que tu lises un peu toutes ces questions qui t'ont été posées. Sur ton fil, sur ton petit fil personnel. Et peut-être qu'on revient avec Anne-Claire sur les questions qui t'étaient plus spécifiquement adressées, Anne-Claire. Je ne sais pas si tu as eu le temps de les lire pendant la présentation de Pierre. Oh, on ne t'entend pas, tu as le micro coupé.
Je suis là, c'est bon, vous m'entendez très bien. Oui, j'ai même pu du coup en profiter pour aller voir des collègues pour valider des trouver des bons éléments de réponse. Alors, peut-être que déjà, je vais répondre dans l'ordre, je pense. Il y en a qui sont redondantes, mais pas toutes. La première question, ça concerne l'injection du surplus. Et en quoi finalement le coût de raccordement serait plus bas que dans le cas d'une injection totale. Alors, effectivement, je voulais juste rappeler les caractéristiques des coûts de raccordement. On a une part des coûts de raccordement qui est liée au branchement. Lorsqu'on est en vente de la totalité, on va avoir un compteur, maintenant on a le compteur Linky qui est posé, donc ça va être le compteur Linky. Je parle des installations FR 36 kVA. Donc c'est le compteur Linky qui va être posé, donc il y a des frais liés à ce compteur-là, à la pose de ce compteur. En vente du surplus, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de pose de compteur puisque le compteur Linky permettra de compter dans les deux sens. Aujourd'hui, au niveau du coût de branchement, on peut quasiment annuler en fait les coûts de raccordement branchement pour le surplus. Ensuite, deuxième point important en fait des coûts de raccordement, c'est l'extension. C'est lorsque la puissance qu'on va injecter, la puissance totale qu'on injecte et que Enedis considère que c'est injecté donc en été lorsqu'il n'y a que 20% de la consommation du réseau qui est en cours, enfin qui soutire, donc l'étude va être faite là-dessus et donc en fait tout dépend de la puissance d'injection qu'on va déclarer. Si le fait d'injecter du surplus permet de déclarer une puissance d'injection plus faible, alors oui, on va pouvoir avoir un coût de raccordement plus faible. Potentiellement, finalement, la puissance d'injection va être acceptée, être accueillie sans travaux, alors que si on avait déclaré l'injection totale, en fait, on aurait dû faire des travaux d'extension. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, en fait. Ça dépend de votre site. Clairement, en urbain, on n'en est pas là. Enfin, on n'en est pas trop dans ces problématiques-là. Voilà, et peut-être juste un petit mot aussi sur le TURP. Il y a le coût de raccordement qu'on paye au début en termes d'investissement, puis ensuite vous allez avoir les frais de TURP que vous aurez chaque année. Là, je parle bien du TURP en tant que producteur. Donc des TURP qui sont sur la part fixe. Et donc c'était juste pour dire qu'au niveau du surplus, lorsqu'on vend en surplus, on a des coûts fixes quasi divisés par deux, quasi. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler plus, mais voilà, pour dire aussi qu'on a des frais dans l'usage qui sont moindres en vente du surplus. Et pour le dire autrement, aujourd'hui, l'autoconsommation, finalement, entre autoconsommation totale et vente de surplus, il y a quasiment plus de différence en termes de coûts. Voilà. À part si on a une puissance d'injection trop forte qui entraîne des travaux d'extension. Mais c'est plus, là, c'est plus un message pour les petits, pour le résidentiel notamment. Arrêtons de penser que à l'autoconsommation totale. Finalement, à moindre coût, on peut faire la vente du surplus, ce qui nous permet de valoriser quand même l'injection du surplus. Ok, Voilà. ok, merci beaucoup. Pierre, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire un peu les nombreuses questions qui t'étaient adressées. J'ai essayé de les regrouper. Il y a Jean-Michel Servant qui est très, très, très prolixe. Alors, il y en a d'autres. Donc, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Il y en a, je ne comprends pas trop ce qui a marqué. Donc, est-ce que l'autoconsommation collective pourrait tourner le problème du coût exorbitant d'une extension du réseau? Là, on est peut-être plutôt sur des opérations d'aménagement. Moi, je trouve que, en tout cas, les enjeux d'autoconsommation ou les enjeux de production solaire sur des nouveaux quartiers sont effectivement des choses intéressantes pour identifier des non-besoins d'augmentation de puissance de transformateurs, etc. Mais il faut un gros dialogue avec les opérateurs, les aménageurs et puis Enedis surtout, qui, voilà, ça dépend des locaux d'Enedis. Je vais peut-être juste alors, compléter. oui, bien sûr. Ouais, super. Pour dire qu'en fait, quelque part, non, en soi, l'autoconsommation collective ne va pas tourner le problème du coût exorbitant puisqu'on injecte la totalité. L'autoconsommation collective, c'est un modèle où vous injectez la totalité. Donc, vous allez déclarer votre puissance d'injection totale. Donc, non, ça ne répond pas à cette problématique-là. Alors, effectivement, on est bien d'accord que dans un programme d'aménagement, ça peut résoudre ça peut être conçu, voilà, si c'est conçu dans une optique d'aménagement, là, ça peut avoir du sens. Mais clairement, si c'est sur du déclaratif lors d'une mise en œuvre d'une installation de production sur du consommateur existant, non, ça ne changera pas. Je suis d'accord. La personne morale pourrait-elle être propriétaire du site et louer aux consommateurs bénéficiaires une part du parc? Donc, Defresne qui a écrit ça, cette personne pourrait-il, elle, me compléter parce que je n'ai pas compris. Donc, je vais passer à une autre question. Alors, quid du printemps, été, plus chaud, plus de lumière et moins de consommation, ça couvre toujours excédent injecté gratuitement. Alors ça,
Ça dépend si on est électro-thermosensible ou pas. Et nous, à la ville de Lorient, on n'a pas de chauffage électrique. Donc en fait, les consommations, donc il y en a un peu moins, mais il y en a quand même toujours pas mal. Hein, on n'a pas une baisse très significative des consommations. Et donc, en fait, l'hiver, ça couvre pas trop. Hein. On est sur des comment, décembre, janvier, février, novembre. C'est pas extraordinaire. Et dès qu'on approche de l'équinoxe de printemps, là, ça devient vraiment super. Et là, on arrive à des taux de couverture très importants. Donc, effectivement, c'est plutôt l'hiver où on n'est pas encore sur des choses extraordinaires. Et là, peut-être qu'il faudrait un peu surdimensionner les installations et puis pouvoir les vendre. Mais des fois, on n'a tout simplement pas la toiture disponible. Sur notre première école, on n'avait pas la toiture disponible. Donc, je pourrais revenir vous voir d'ici un an quand on aura bien vu ce que nous donne notre 36 kW sur notre école. Parce que jusqu'à présent, on avait des 15, et on verra ce que ça donne. Énergie Je voudrais vendômoise. juste Oui, oui, vas-y. ajouter un complément par rapport à l'injection gratuite. Alors, aujourd'hui, hein, dans le cadre actuel, on n'a pas le droit d'injecter gratuitement. En fait, dit autrement, on n'a pas le droit d'injecter sans responsable d'équilibre. Donc, vous avez le droit quelque part d'injecter gratuitement, mais il faut quand même que vous ayez un responsable d'équilibre de ces injections-là. Et ce qu'a changé l'ordonnance d'autoconsommation de juillet dernier, c'est de dire que, en fait, on va pouvoir mettre en œuvre un dispositif où oui, ce sera possible d'injecter gratuitement, où ce sera Enedis qui sera responsable d'équilibre de ces injections gratuites, et il n'y a plus qu'à attendre un seuil, en fait, qu'un décret d'application vienne préciser le seuil d'injection possible ou le seuil de puissance installée possible. Nous, on a eu, on a fait, hein, quand on était sur, oui, c'est vrai qu'on avait mis autoconsommation totale et on avait un petit peu d'injection gratuite entre guillemets. Oui. Et effectivement, c'était autoconsommation totale. Donc alors nous, euh, on aurait adoré vendre notre électricité, mais les coûts de raccordement sont tellement importants, étaient tellement importants avec les anciens compteurs, surtout quand on a une installation par exemple de 15 kW crête de production sur un compteur de moins de 36, on est sur deux zones tarifaires différentes finalement. Non, c'est sur un plus de 36 vu que c'est du jaune. Et on avait deux tarifs différents et ça avait l'air très compliqué. Il fallait qu'on recrée un compteur. Alors maintenant, il paraît que les compteurs Linky ou les compteurs PME là permettent de compter dans les deux sens. Donc on a hâte de voir ça pour pouvoir éventuellement vendre notre surplus et avoir un beau responsable d'équilibre. Alors, quelle est la part de gouvernance citoyenne sur les projets de la ville de Lorient? Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est le graphique qu'on a là, c'est-à-dire que c'est le bleu, là, 45 kW crête sur à peu près, allez, à très grosse 210. Donc voilà, en termes de projet, ça commence à faire un 20%, un gros 20%. Et on va continuer, on va relancer des appels d'offres là-dessus. On va relancer les appels d'offres là-dessus. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, il y a Monsieur Deruel là qui dit que en fait la gouvernance citoyenne, il faut plus l'entendre en tant que prise part aux décisions en fait de la part des citoyens. Comment sont associés les citoyens en termes de prise de décision? Alors, nous, on lance un appel d'offres en termes de puissance. On demande telle puissance. On fait des déclarations indicatives, mais qui normalement se concrétisent, de dire on va mettre sur tel et tel bâtiment. Et ensuite, c'est les citoyens qui proposent le financement et qui proposent le modèle d'animation et le projet autour de la sensibilisation autour des énergies renouvelables. Et là, c'est des prestataires, donc à partir du moment où on sélectionne ce qu'ils font, c'est eux qui font. Donc j'espère que je réponds à la question. Il n'y a pas de savoir sur quel site on va faire. Le site, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui connaissons les sites sur lesquels tout bonnement, par exemple, on a une étanchéité qui a été refaite ou pas. Si l'étanchéité n'a pas été refaite, on ne va pas trop poser de panneaux solaires. Mais on est quand même toujours à l'écoute dans des discussions informelles en disant tiens, ça serait bien de le mettre là, ou alors on voudrait plutôt travailler sur ce type de bâtiment. Mais c'est pas du tout
Il n'y a pas un comité de gouvernance en amont en disant où est-ce qu'on va associer les citoyens. Ce qui serait compliqué d'ailleurs, parce que là on est quand même sur un modèle de marché public, hein. Là c'est la société par exemple simplifiée OnCIMet qui a gagné, mais ils ont gagné entre guillemets à la loyale, hein. Ils ont répondu à un marché public. Alors pour la commune de Lorient, quelle est finalement l'économie faite avec ce modèle en autoconso? Eh bien oui, ça c'est une excellente question. Sur des bâtiments Enercop, on est du côté des 5 centimes par kilowattheure produit. Donc là vous voyez une, comment l'école de Carmelo c'est 15 mégawattheures, donc on peut dire 50 euros du mégawattheure par an. Avec un tarif Enercop qui reste standard. Après, c'est un peu plus compliqué sur d'autres parce qu'on est sur des prix de marché. Donc il faut faire des prospectives sur l'évolution des tarifs de l'électricité pour savoir ce que ça donne. Sur l'investissement citoyen, on est sur des tarifs de location qui sont quand même relativement plus chers, hein. On estime que le prix de sortie d'électricité aujourd'hui est plutôt du côté des 18 centimes, à voir en fonction de la production réelle, parce qu'on a un tarif fixe de location, donc on verra ce que ça donne. En fait, on a quasiment créé un tarif d'achat sur Lorient, hein, en faisant ça. La question va être quelle va être l'évolution du prix de l'électricité dans les années qui viennent. Si on est sur les mêmes structures d'évolution, on estime que en 15 ans, on aura à peu près gagné sur la ville de Lorient une petite dizaine de milliers d'euros avec ce modèle-là, en poursuivant les courbes. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on peut dire que le truc va être à peu près à l'équilibre, quoi. Donc Mais là, c'était une vraie décision politique des élus de dire on ne veut pas forcément gagner de l'argent avec cette première opération. On veut aussi structurer un outil d'investissement citoyen et d'éducation populaire sur le territoire. Alors, voilà, économie contre prix normal et économie contre prix Enercop. Ah oui, mais moi je considère que le prix normal c'est le prix Enercop, donc, donc, du coup, hein, ça dépend ce qu'on entend par prix normal. Mais nous, hein, dans la stratégie de la ville de Lorient, en tout cas la stratégie énergétique, alors Enercop ou n'importe quel opérateur 100% renouvelable, mais le but c'est de passer à 100% renouvelable en électricité pour les bâtiments en 2020. Hein, c'est ça l'objectif. Et pas en garantie d'achat, parce que le certificat garantie d'origine, parce que le certificat garantie d'origine n'est pas compté dans la notation Citergie. Donc nous, on veut 100% d'électricité de type ce que fait Enercop, qui est compatible avec les standards de ce qu'on appelle l'électricité additionnelle, le renouvelable additionnel. Donc pour nous, le prix normal, ça va devenir le prix Enercop. Voilà. Qui réalise l'entretien? Bah, c'est nous, c'est les services de la ville. C'est des choses relativement accessibles, assez simples. Et puis si on en a beaucoup, peut-être qu'on... Donc il y a l'entretien en termes de nettoyage et puis la maintenance électrique. On a des entreprises qui font du suivi des installations électriques et donc on intègre les panneaux solaires dans les gros marchés globaux. Qui est à l'origine des projets? La mairie ou les collectifs citoyens? Bah, c'est un peu les deux en fait, hein. C'est un peu... c'est de la discussion en fait, en termes de... Le fait d'avoir lancé ce projet, c'est des discussions amont pour montrer que la mairie était intéressée et pour voir que des citoyens étaient en capacité de s'engager. Est-il possible de monter des projets viables sans investissement? Ou l'ensemble des projets sont-ils toujours dopés? Oui. Là, effectivement, on a payé une partie de l'investissement, c'est-à-dire tout ce qui est support, lest, équipement électronique. On était là-dedans parce qu'on avait des craintes plutôt juridiques aussi sur le fait qu'on ne soit pas capable de louer ce matériel pendant 15 ans. Mais je pense que dans un futur pas trop lointain, ça sera possible éventuellement d'imaginer une opération 100% financée de façon citoyenne. Mais c'est pas non plus un truc qui nous qu'on voudrait absolument développer, l'investissement 100% citoyen. Nous, le but, c'est qu'on a 60 000 euros par an et qu'on veut les utiliser le mieux possible. Donc on va les utiliser en achetant des onduleurs et des supports, et puis les citoyens achèteront des panneaux solaires, et puis on peut en faire globalement 2 fois plus que si on dépensait nos 60 000 euros en achetant tout. Voilà, donc on n'est pas sur un financement citoyen pour la beauté du geste, mais aussi pour un enjeu économique et technique. Alors, quel type de société qui permet de regrouper les citoyens? Là, OnCIMet, c'est une société par action simplifiée. Il y a Jean-Luc Danet qui est dans le coin, là, que j'ai vu dans les participants, qui est le président de OnCIMet. Il pourra éventuellement vous raconter des choses.
Alors, quels sont les retours financiers pour les citoyens ainsi que pour la ville? Alors, les retours financiers pour les citoyens, c'est que eux, ils ont monté leur système avec une rentabilité, un taux de 1% par an, net d'impôts. Donc, donc leur pub, c'était un investissement sûr sans être spéculatif. Et puis, bah, nous, pour la ville, je vous ai dit, hein, on est un peu plus cher, même relativement plus cher que le prix de l'électricité électronucléaire ou standard de marché français, un brin plus cher qu'Enercop. Et puis, on pense que sur les prochaines opérations qu'on pourra lancer, vu qu'on a quand même aidé à financer des frais fixes d'établissement de la société, bah, les prochaines opérations, il n'y aura plus ces frais fixes, vu qu'on les paye avec la mairie et Carzabieck. Et donc, on pourra avoir des prix vraiment intéressants. Pour le projet de l'école, 9 kW crête, comment ce modèle économique en effacement de consommation à 15 centimes du kWh, alors 17, hein, l'école d'Anvers, c'est Enercop aussi, peut-être plus intéressant que la vente totale à 24 centimes. Mais en fait, on ne pourrait pas vendre à 24 centimes parce que ce que vous avez vu, c'est que c'est pas du tout de l'intégré, hein. Hein, c'est vraiment à chaque fois des supports, et là on ne peut pas vendre aujourd'hui, c'est plutôt du 7 centimes, hein, la vente avec les panneaux qu'on fait. Donc on ne pourrait pas vendre à 24 centimes d'euros du kilowattheure. Et même si on devait vendre à 24 centimes d'euros du kilowattheure, ça veut dire qu'on aurait fait de l'intégré, donc on aurait eu des prix d'installation très élevés, et on aurait dû créer à l'époque un deuxième compteur, parce que c'était du 9 kW, et puis qu'on était sur une école qui était en tarif jaune. Travaillez-vous aussi sur des projets d'économie d'énergie, pas uniquement de production? Oui, oui, bien sûr, bah, c'est ce que je vous ai montré, hein. Le but, c'est de réduire les consommations d'électricité des écoles. Notamment, on essaye de mener, quand on a le temps, un travail sur ces satanés ballons d'eau chaude qui se déclenchent tous à 22 heures et qui remplissent 1000 litres pour rien, juste parce qu'on a de l'électricité censément moins chère la nuit. Et donc ça, il y a un gros travail là-dessus. Et on travaille avec les écoles qui sont équipées de panneaux solaires, notamment sur un projet qui s'appelle École en transition énergétique. On fait de la sensibilisation et on apprend aux enfants à faire des systèmes de management de l'énergie. On travaille avec les usagers des bâtiments, et là on vient de lancer une petite campagne où on affichera maintenant chaque année les consommations d'énergie, les coûts générés par les consommations d'énergie de l'ensemble des bâtiments consommateurs de la ville de Lorient, avec des jolies affiches très grandes placées à l'entrée, et puis surtout un numéro de téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir dénoncer des surconsommations ou tout un tas de trucs en disant je trouve qu'au niveau énergétique, ce bâtiment ne va pas bien. Donc il y a une volonté politique de travailler en lien avec les usagers aussi. Alors, quel taux d'autoconsommation minimum essayez-vous d'atteindre? On n'a pas. En fait, c'est vraiment un équilibre entre le prix de l'installation, la consommation du bâtiment. Sur la mairie, par exemple, on doit être à un taux d'autoconsommation de 1%. Parce qu'on a blindé le toit de la mairie de panneaux solaires, mais comme le site consomme gigantesquement plein d'énergie, hein, il fait 2 gigawattheures par an de consommation d'élec, parce qu'il y a la mairie, il y a la piscine, il y a le théâtre, il y a le stade. Ben, donc il faut qu'on mette plein de panneaux sur le stade pour augmenter notre taux d'autoconsommation. Très très globalement, si à l'échelle de l'ensemble de la ville, on atteignait un ratio entre production photovoltaïque, que ce soit de la vente ou de l'autoconsommation, et consommation qui soit de l'ordre de 10%, c'est-à-dire que si on pouvait dire on est à peu près 10% autonome, d'ici 2020, on serait très content. Quelles sont les conditions d'après vous pour dupliquer l'opération de Lorient sur d'autres territoires? Faisabilité des scénarios. Oui, oui, c'est des grandes discussions que j'ai en ce moment avec de nombreux collègues. Il doit y avoir David Bourguignon qui est sur la liste en ce moment. Je pense qu'il y a sans doute beaucoup de choses que la société par action simplifiée, là on s'y met, doit pouvoir annoncer et proposer. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver un assureur, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait aussi vraiment dupliquer. Peut-être des choses aussi sur la mise en commun d'outils de dimensionnement d'installations solaires pour que les citoyens, les collectifs citoyens réussissent à mettre en place aussi des projets incluant le dimensionnement, parce que là, le dimensionnement et le calpinage, c'est nous qui l'avons fait en régie. Et puis, sans doute, je pense, la question de la mise en œuvre de chantiers participatifs sur ces projets-là, qui abattraient un petit peu le coût de main-d'œuvre, pourrait être intéressant aussi. Donc, il y a pas mal d'équations économiques
Voilà, je vous engage à contacter David Bourguignon qui doit être là pour en discuter avec lui. Il réfléchit depuis quelques temps, mais ce micro-essaimage de petits projets, c'est surtout de la main-d'œuvre, c'est surtout de la technicité et c'est surtout des bonnes astuces comptables et juridiques. Il y a sans doute des petites plateformes à créer pour partager nos réussites. Projet auto de l'école, comment gérez-vous la production en période de basse conso, week-end et vacances scolaires? Bah, là, Alors, ça part dans le réseau, hein, et on n'a toujours pas, bah, voilà, ça part, il n'y en a pas beaucoup qui part, mais il y en a qui partent dans le réseau. Et puis pendant les vacances scolaires, en fait, les écoles, elles sont souvent centres de loisirs. Et nous, en plus, ces écoles-là, il y a aussi beaucoup de locaux associatifs. Donc, c'est pas des bâtiments qui consomment pas pendant les vacances. C'est des bâtiments qui consomment. Le seul problème qu'on a, nous, sur l'école de Carmelo, c'était une anecdote, hein, c'était qu'il y avait une association qui occupait le bâtiment qui occupe toujours pendant l'été, et puis quand ils partent, quand ils quittent le bâtiment pendant une semaine, je crois en août, ils coupent le disjoncteur. Et donc du coup, on n'a plus aucune production, on n'a plus rien. C'est très vertueux, mais on s'est aperçu ça en août en disant mais qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ils étaient partis en coupant le disjoncteur, ce qui était quand même plutôt une bonne idée. Alors, comment vont réagir les distributeurs historiques si la production d'électricité au consommé ou pas leur empêche de revendre la totalité de leurs énergies et donc d'avoir, eux, des surplus? Bah, je sais pas. Mal, bien, je sais pas. Euh, Mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que alors, ça ne veut pas dire qu'on peut se passer d'opérateurs. On est vraiment sur des taux d'autoconsommation ou des taux d'autoproduction, mais on peut avoir un pourcentage significatif qui est produit localement. Ce qui, à mon avis, amène énormément d'avantages sur la fiabilité du réseau, sur tout un tas de trucs. Voilà, et c'est vrai que des opérateurs qui sont plutôt sur des modèles de vente de plein d'électricité au prix gros, ben, ça va être compliqué. Et j'ai même vu des gens d'Engie qui me disaient être un peu jaloux du modèle économique d'Enercop parce que Engie, ils sont sur la fuite au bas coût de l'électricité. Ils s'apercevaient qu'il y avait un autre opérateur qui s'en sortait en vendant de l'électricité chère. Ils ne savaient pas pourquoi. Alors, hop, alors pardon, il y a une dernière question. Un projet PV en autoconso avec une grosse injection de surplus, comme pour l'école. Non, il n'y a pas beaucoup d'injection de surplus, hein. N'est rentable ni équilibré sans une subvention de 40%. À combien racheter le surplus? Non. Alors oui, carrément, pardon. Excusez-moi, oui, il y a une grosse installation Vous avez raison, Charles Ensuire du Cyréna. Le surplus, on va sans doute le vendre du côté des 7 centimes. Et effectivement, la subvention, bon, elle est de 40% là parce que c'était le tarif. On n'aurait pas eu besoin de 40% de subvention, je pense, hein. C'était pas cet ordre de grandeur-là. Mais en fait, nous, on a dimensionné notre installation au maximum au vu de ce que nous permettait la subvention et de ce qu'on avait comme budget par ailleurs. Et puis de la surface du toit. Donc on a couvert tout le toit. Mais voilà. Effectivement, bon, après, ça peut être un effet intéressant des subventions, c'est-à-dire que ça permet de ne pas tuer le gisement, la subvention. Ah, il y a un équilibre économique qui se fait, entre guillemets, j'aime pas ce mot, en négligeant la totalité du gisement qu'on pourrait avoir, et puis la subvention permet d'accélérer. Alors, hop, hop, hop. Tarif fixe sur 15 ans. Alors, est-ce que le tarif de la location est fixe sur 15 ans? Il est fixe modulo l'inflation. La clause de révision, c'est l'inflation des prix hors tabac. Quid du risque de requalification du contrat de location crédit bail du fait de la clause de remboursement en cas de rupture du contrat de location? Bah justement, alors, effectivement, comme on invente des choses, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il pourrait y avoir requalification en crédit bail, mais là, on a vraiment fait gaffe, hein, c'est-à-dire que il n'y a aucune. Les panneaux solaires restent de la propriété du collectif citoyen. Ils ont à les enlever à la fin du contrat, de location. Peut-être qu'au bout de 15 ans, on pourra se débrouiller pour faire un acte séparé qui dira ce qu'on fait de ces panneaux, au vu de l'équation économique à l'époque. Et effectivement, un des garde-fous qui fait que, de mon point de vue, ça ne peut pas être qualifié en crédit bail, c'est qu'on a le droit, nous, de dénoncer le contrat à tout moment. Et donc, et que, en fait, on paye aux citoyens les 2 tiers des loyers qui leur restaient à percevoir, mais ils restent propriétaires des panneaux, hein. Ils restent
On leur donne des sous parce qu'on leur devait de l'allocation et puis que leur société peut pas se permettre d'avoir une diminution de 100% de son chiffre d'affaires. Et en même temps, ils récupèrent leurs panneaux. Donc, c'est pas du crédit bail. Ils restent, ils restent propriétaires des panneaux tout du long. Alors, tiens, Bruno Livori d'Aloen. Bonjour Bruno. Quid de l'expérience Solunergie? Ah oui, alors là, c'est des choses qu'on a vues aux Assises de l'énergie avec de l'autoconsommation collective, de l'autoconsommation collective répartie sur les territoires. Donc, là, c'est ce qu'expliquait Anne-Claire. Ça m'a l'air hyper intéressant avec ces compteurs virtuels, avec la possibilité quasiment de se vendre à nous-mêmes notre propre électricité produite dans d'autres endroits. Je pense que c'est une chouette expérience. Donc, à voir ce que ça donnera cette boîte-là qui a l'air d'être constituée de personnes qui maîtrisent un peu leur sujet. Je crois qu'on est bon, hein? Merci beaucoup Pierre. Oui, Anne, Claire, je crois que tu as sûrement vu que j'ai relayé un certain nombre de questions vers toi, Oui, qui me paraissaient être tout à fait. plus pertinentes vers toi. Et bien alors du coup, si je fais le lien direct avec la question de Solunergie là, et qui est un peu en lien avec le Sunshine qui a été posé là, l'histoire du comptage virtuel, qui va faire ce comptage virtuel, etc. Je crois qu'aujourd'hui quand même, il faut rappeler que le cadre juridique qui est choisi, c'est quand même de limiter encore une fois l'autoconsommation collective à l'échelle d'un périmètre géographique qui est le poste. Alors a priori, ce sera le poste, hein. Donc il y en a qui m'ont posé la question déjà, un poste BT, ça couvre quoi? Alors en fait, ça dépend de la puissance du poste. Il y a des postes qui vont couvrir, par exemple en urbain, on peut avoir 2 à 400 logements qui vont être couverts par le poste. En rural, ça peut être un client, voire 3 clients, ou un client même, quand c'est des tout petits postes poteaux par exemple. Donc la notion de poste, le périmètre va être variable en fait selon la puissance du poste et selon la configuration du réseau. Donc pour redire, hein, on est limité au périmètre de parler de différents territoires, c'est pas du tout la logique là actuellement de ce qui est pris quand on parle d'autoconsommation collective. Et à un moment donné, ce qu'il faut aussi voir, hein, c'est que plus on s'approche de ce que fait le fournisseur, plus on aura les taxes à payer du fournisseur. L'enjeu finalement, c'est que le producteur, enfin dans la dimension pour que ce soit que le modèle économique s'y retrouve, hein, c'est que le producteur n'endosse pas le rôle du fournisseur. Et si effectivement on peut se vendre, faire de la revente, etc., entre territoires, là peut-être qu'on endossera le rôle de fournisseur. Mais l'idée de l'autoconsommation collective, c'est quelque part de ne pas alourdir le producteur de cette casquette de fournisseur et de l'alléger notamment en termes de taxes. Quand vous êtes fournisseur, c'est là où il y a tous les prélèvements qui s'appliquent. Si vous êtes producteur proche quelque part de votre consommateur, donc de manière géographique, là peut-être c'est ce qu'on demande, mais ce qu'il devrait y avoir, un allègement de taxes. C'est tout là l'enjeu en fait, hein. Donc voilà, attention aux différents modèles et ce que ça implique, notamment en termes de taxes et de casquettes de fournisseurs ou uniquement de producteurs. Et pareil, là je reste sur ce même domaine au sens du comptage virtuel. Aujourd'hui, le comptage virtuel, c'est quoi? C'est vraiment juste une reconstitution de flux. En fait, on va avoir des compteurs réels, hein, qui comptent ce qui est sous-diré, ce qui est produit, ce qui est injecté, et il y a une reconstitution de flux, hein, qui peut être fait, là c'est là où il y a l'enjeu du pas de temps, soit un index journalier, soit un pas de temps de 10 minutes ou autre, où là on va pouvoir dire, bah oui, à ce même moment, il y a eu tant de consommation, tant de production. Et on reconstitue des flux, et c'est ça le comptage virtuel. Aujourd'hui, le choix qui a été pris et qui est assez clair, c'est que on maintient le monopole du GRD, hein, du gestionnaire de réseau, Enedis pour la plupart du temps, mais pas que, pour ce comptage-là. C'est-à-dire que non, il n'y aura pas pour l'instant de privés qui vont avoir ce rôle de comptage virtuel. On ne pourra pas, enfin, le cadre, il ne permet pas, a priori, ce qui est possible avec ce qui est montré techniquement par les Sunshine, hein, où là c'est entre consommateurs directement qu'on fait des transactions. Non, là aujourd'hui, on est dans un comptage monopole GRD, avec du coup notamment des règles et des frais comptage. Je ne sais pas si c'est clair là-dessus. Alors moi, si je continue sur les notions de compteur, il y avait la notion de compteur Linky. Je vais faire effectivement un point dessus. Le compteur Linky, c'est seulement pour les puissances inférieures à 36 kVA. Donc dans la configuration d'une installation qui est inférieure à 36 kVA, raccordée sur une installation de consommation inférieure à 36 kVA, effectivement, le compteur Linky va assurer le comptage dans les deux sens. Dans le cas d'une vente de surplus avec une installation qui est inférieure à 36 kVA sur un site de consommation supérieur à 36 kVA,
Là, il n'y aura pas de compteur Linky, c'est l'autre compteur consommation qui normalement a la capacité de compter dans les deux sens. Aujourd'hui, Enedis pouvait des fois faire blocage. C'est pour des règles techniques parce qu'ils estiment que le compteur comptera pas bien, mais en fait, c'est pas une vraie raison et ça peut se faire quand même. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va vous faire un gros coup de turp. Je parle du turp lié au producteur, du turp de la part fixe. Parce qu'en fait, vu du réseau, ce serait comme si vous étiez raccordé, vous étiez une installation 36, plus de 36 kVA. Voilà, je ne donne pas plus de détails, ça sera soit vous regardez photodeck.info, soit vous visionnez la formation du 15, mais voilà, c'est l'idée de dire les choses sont possibles, après à quel coût. De manière générale, pour le comptage, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est bon. Enfin, pour moi, là, j'ai répondu. J'ai encore d'autres questions, mais je peux passer la main quand même. Oui, peut-être qu'on fait un petit détour par Pierre à propos de questions pour du partage de compétences, j'ai l'impression. Ouais, êtes-vous prêt à diffuser, partager donc les conventions d'occupation-location qui régissent l'installation en financement participatif et les points les plus importants du point de vue collectivité? Oui, oui, bien sûr. Je dois les documents déjà à Patrick Gèze, là, qui est sur qui est sur la conversation. Mais oui, oui, on va se débrouiller pour mettre ces documents en partage quelque part. Voilà, Bah, c'est des documents publics, hein. sur Donc le il site y a aucun d'énergie partagée, on fera une place, hein, il n'y a pas de souci. plaisir, hein, voyons, quelle consécration. Ok. Je peux, moi, enchaîner sur les questions de tiers investisseurs, les taxes et puis tarifs d'achat, si c'est OK. Quelle taxe possible lorsqu'on était tiers investisseur? Aujourd'hui, on le voit, bah, notamment dans le modèle, par exemple, Lorient, il n'y a pas de taxe, La TVA. comment dire? Il y a la TVA, c'est ça, oui, c'est ça, sans doute, voilà. Donc il y a quand même une taxe qui maintient. Et en fait, je voulais peut-être pas commencer par Lorient, mais par commencer de manière générale. Aujourd'hui, on nous applique pas vraiment, on n'a pas de taxe quelque part, on a un contrat de gré à gré. Aujourd'hui, il ne semblerait pas qu'il y ait de taxes qui soient applicables. Après, c'est vrai que moi, je suis un peu limitée juridiquement. Je ne sais pas si à l'avenir, on pourrait quand même nous poser des taxes de quoi. Et ça pourrait être des taxes estimées que si, il faut quand même contribuer un petit peu au TURB, la CSPE, etc. Enfin, voilà. C'est des choses qui sont à discuter, qui sont juste, c'était plutôt pour moi un point de vigilance. Attention à voir si là, on ne changerait pas notre modèle là-dessus. Et puis, il y a la question que M. Defresne a posée, du coup, en disant qu'il y a effectivement ce qui a été utilisé finalement par Lorient, hein. On n'est pas dans de la vente d'électricité, mais dans un loyer, dans le vente d'un service. Voilà, où là, du coup, on n'est plus sur le même type de modèle. On ne vend pas d'électricité, on vend un service qui peut effectivement s'affranchir de certaines taxes. Voilà. Mais je ne réponds pas plus précisément parce que je n'ai pas tous les éléments juridiques à ce sujet-là. Et sinon, il y avait la question de dispositifs de soutien. Il y a la question, est-ce qu'il y aura un autre appel d'offres autoconsommation? Bah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de nouvelles annonces. Et puis, on peut se poser la question de l'intérêt ou non d'en faire. Cet appel d'offres, la plupart des personnes qui ont répondu, hein, c'était surtout des centres commerciaux, hein. Enfin, c'est vraiment très ciblé pour les forts consommateurs. Il n'a pas forcément, je pense, vocation à faire développer des projets plus complexes que cela. Après, la question de tarif d'achat qui est importante. Aujourd'hui, on a un arrêté tarifaire qui va bientôt évoluer. Ça fait des mois et des mois qu'on vous le dit, qu'on vous l'annonce. Là, il est quand même à un stade plus avancé. Aujourd'hui, ça donne quoi en termes de tarifs? A priori, les tarifs vont pas non plus, enfin, vont évoluer, vont continuer d'évoluer à la baisse, hein. On continue sur cette même dynamique-là. L'enjeu surtout, c'est qu'on va avoir la possibilité de surimposer. Et ce qui va notamment générer, comme a pu évoquer Pierre, hein, des frais, des coûts du coup d'installation qui soient enfin, moindres. Donc diminuer les coûts d'installation. Donc en gros, la notion d'intégré bâti, est-ce qu'elle reste en course? Elle va rester en course en termes de transition pour les petites puissances, mais l'idée c'est qu'elle va être évacuée, si je peux dire ça comme ça, au bout d'un an, et même pour les plus gros systèmes, il n'y aura plus d'obligation d'intégrer. Ce sera sur imposition. Voilà. Sur l'appel d'offres autoconso, nous, on avait répondu, hein, la ville avait répondu et l'aglo avait répondu. Et nous, la ville, sur un modèle de location, pareil. L'idée, c'était que on est un opérateur tiers, donc nous, on a une SEM qui installe l'installation photovoltaïque, qui bénéficie de la prime d'autoconsommation et il nous verse un loyer qui correspondrait à la différence entre la prime d'autoconsommation et le coût réel de son installation. Et bon, bah, on a demandé trop cher, donc on n'a pas été pris.
Donc j'ai encore deux questions là qui arrivent, Anne-Claire, pour toi, me semble-t-il, sur une question technique sur les micro-onduleurs et puis une question sur la disparition de l'IAB. Alors, je vais prendre l'intégré, puis peut-être que Pierre répondra sur le micro-onduleur. Je pourrais te dire deux mots Mm. aussi, mais en fait, quand on dit qu'il n'y a plus d'intégration en bâti, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas en faire. Ça veut juste dire qu'on nous incite plus, qu'on nous oblige plus à le faire. Donc oui, s'il y a encore des zones architecturales, enfin du patrimoine architectural contraint, là oui, bien sûr que l'intégro bâti pourrait être fait. Après, c'est sûr, c'est que le coût sera plus élevé et que c'est pas le tarif d'achat qui va venir compenser ce coût. Voilà, ce qu'il en est pour moi. Et la question sur les micro-onduleurs, parce que je la vois pas. C'est pourquoi micro-onduleur? Ah, alors pourquoi micro-onduleur? C'est hyper pratique, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on a déjà une connaissance de la production de chaque panneau. On a une très faible quantité de courant continu, c'est-à-dire que le courant continu est limité à chacun des panneaux solaires. C'est garanti maintenant, il y a du matériel qui est garanti 20 ans. Les passerelles, donc ça communique par courant porteur, ça communique avec Internet, donc c'est des choses bien pratiques sur ce type d'installation. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas avec des onduleurs standards quand l'équation économique s'y prête, hein. Mais je trouve que c'est quand même des choses, en tout cas pour des poses en régie, pour des poses par des personnes qui ne sont pas, par exemple, habilitées à travailler sous tension ou des choses comme ça. C'est vraiment très très efficace comme outil. Je rajouterais peut-être un élément par rapport à l'intégration, justement. Là, on a vu que les micro-onduleurs, ils ont leur place, notamment lorsqu'on est en backlesté, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont accessibles. C'est pas la même chose lorsqu'on se retrouve dans des installations intégrées au bâti, où là, on va pas avoir un accès aux micro-onduleurs, ou en tout cas, l'accès se fera seulement si on démonte les panneaux. Et donc, ça peut poser des questions en termes de maintenance aussi. Donc, je pense qu'il Ouais, faut je aussi suis d'accord. différencier le type d'implantation des panneaux Mm. et l'accès, en fait. Ok, mais je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste 7 minutes de disponible. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, soit vous avez vos informations, soit vous pouvez vous renseigner sur la formation du 15 mars. Donc, on va se donner peut-être encore 1 ou 2 minutes pour ceux qui voudraient poser les dernières questions. Je vois que ça s'affole. Ah, c'est pour dire merci, bravo. Donc, voilà, c'est sympa. Oui, d'ailleurs, merci et bravo, c'est vrai. Merci et bravo. Oui, on a Monsieur Defresne qui aborde le modèle de comptage. Je ne sais pas si qui veut répondre là-dessus. Le modèle de comptage, je crois que c'est l'idée dans l'autoconsommation collective, hein. C'est de dire euh, quel compteur, enfin, et puis quel coût, je pense, et puis quel pas de temps. Là, je crois que il n'y a pas de réponse parce qu'on attend que Enedis commence à proposer en fait ces modèles. Je pense que c'est ça. Enfin, il me semble que ça doit être à ce niveau-là. Donc là, après, on va être aussi quelque part soumis par la loi et puis par le choix que fera Enedis et en tout cas ses propositions. On a la question qui tout le monde se pose. Est-ce qu'on a une idée de la sortie des ordonnances sur l'autoconsommation collective? L'ordonnance, elle est déjà sortie, hein, c'était en juillet, donc du coup, le Code de l'énergie a déjà intégré hein, cette ordonnance. Par contre, aujourd'hui, la ratification fait qu'il y a des modifications et on est dans une procédure accélérée. Donc, il y a déjà eu une lecture Assemblée, une lecture Sénat, et il n'y a plus qu'une lecture Assemblée qui est 7 février prochain. Donc, ça devrait quand même sortir rapidement. Surtout après, c'est la question des décrets. Voilà, des décrets et de la mise en œuvre par Enedis des choix de comptage. Donc là, on est quand même sur plusieurs mois, je pense, dans la mise en œuvre. Bah, je peux déjà annoncer qu'on fera avec toi, Anne-Claire, un webinaire à ce sujet, une fois que vous-même, dans le réseau Espul, vous aurez déjà communiqué dès qu'il y aura les éléments. Et on refera un webinaire de synthèse pour tous les porteurs de projets du réseau autour de la nouvelle grille tarifaire. Donc ça, ce sera pris en compte. Donc voilà, je crois que là maintenant on a plus que des merci, ce qui est très agréable. Et il me reste vraiment à vous remercier Anne-Claire et Pierre pour prendre de votre temps et venir apporter gratuitement vos lumières sur tous ces domaines-là. Je pense qu'on a eu un joli webinaire.
Et donc, je vous invite pour aller plus loin à vous renseigner sur cette formation du 15 mars. Et je vous donne rendez-vous pour des prochains webinaires très rapidement. Je pense que le prochain, on n'arrive pas encore à caler la date parce qu'on n'a pas les éléments. Ce sera sur la grille tarifaire, justement, encore avec Espul. Mais sinon, vous pouvez aller sur notre page avec les formations au fur et à mesure que les programmes se précisent. Je mets en ligne un certain nombre de formations. N'hésitez pas à poser des questions et à vous inscrire. Pour compléter, pour rappeler qu'on a une permanence photovoltaïque, hein, qu'on peut aussi répondre à vos questions par téléphone, par mail. Voilà, faut pas hésiter. Bien sûr. Merci beaucoup à vous deux. Et merci à Merci. tous les participants qui étaient super nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.